1974, nous avons dirigé un radiotélescope vers Lama M13 et avons envoyé une représentation de l'humanité. Ce fut la première tentative consciente de communiquer avec une vie extraterrestre. Il s'agissait d'un acte symbolique. M13 se trouve à 25 000 années-lumière. Mais ce que nous n'avions jamais envisagé, c'est qu'il pourrait y avoir des auditeurs beaucoup plus proches, attentifs depuis longtemps à nos émissions involontaires. En réalité, depuis 123 ans, l'humanité converse avec le cosmos sans demander la permission. Chaque récit d'un match de baseball, chaque diffusion d'une série comique, chaque impulsion radar envoyée vers une planète, tout se diffuse dans le vide, formant une bulle expansive de murmures humains. À partir de 2017, des objets énigmatiques venus de l'espace interstellaire ont commencé à traverser notre système solaire avec une plus grande fréquence. Oumuamua, Borisov et maintenant 3 autres corps, tous étranges, tous différents. Et si ce siècle de bruit électromagnétique avait enfin atteint un récepteur, et si ce que nous observons n'étaient pas des phénomènes naturels, mais la manière dont l'univers nous demande « As-tu reçu le message ?» Restez jusqu'à la fin, car nous verrons comment ces signaux cosmiques pourraient enfin obtenir une réponse. Préparez-vous maintenant. Nous entamons la première partie criée dans l'obscurité. Depuis plus d'1 siècle, nous parlons à l'univers. Pas par décision consciente, mais inévitablement. Chaque antenne de radio AM diffusant des événements sportifs nocturnes, chaque tour de télévision projetant des rires vers le ciel, chaque radar envoyé vers Vénus ou un astéroïde errant, tout voyage à la vitesse de la lumière, se répandant sous forme de sphères d'interférence humaine. Cette sphère englobe aujourd'hui environ 130 années-lumière autour de la Terre. Nous l'appelons notre bulle radio, un manteau de signaux électromagnétiques qui révèle notre existence à quiconque prête attention. Mais ces appels se divisent en 2 catégories. La première est constituée de fuites accidentelles, des émissions non intentionnelles, résidus d'une civilisation ayant appris à maîtriser les ondes avant de comprendre la nécessité de rester silencieuse. La seconde concerne les messages conscients, de véritables bouteilles lancées dans un océan presque inimaginable. En 1972 et 1973, nous avons envoyé les sondes Pioneer 10 et 11 avec des plaques métalliques montrant des figures humaines nues et notre localisation dans la galaxie. C'était un geste optimiste, peut-être naïf. Ces plaques comprenaient la transition de l'hydrogène comme mesure universelle de temps et d'espace, une carte de notre système solaire indiquant la Terre comme la 3e planète d'une étoile de taille moyenne, et le détail le plus audacieux, les figures d'un homme et d'une femme levant la main, interprétées comme un salut universel. En 1977, les voyageurs ont transporté une tentative encore plus ambitieuse, les disques d'or. Johnny B. Good, de Chuck Berry, résonnant avec les chants de baleines et des salutations en 55 langues. Les disques contenaient 116 images, représentant la variété de la vie et de la culture terrestre, des définitions scientifiques, la structure de l'ADN, l'anatomie humaine, des scènes de naissance et de famille, des exemples d'architecture, d'art et de musique. Carl Sagan l'a défini comme un message au cosmos. D'autres l'ont appelé un graffiti stellaire. Mais la transmission la plus nette fut celle d'Arecibo en 1974. Frank Drake et son équipe ont orienté la gigantesque antenne vers l'amas globulaire M13 et envoyé exactement 1679 bits d'information. Pourquoi ce nombre? Parce qu'il est le produit de 2 nombres premiers 23 et 73. Toute intelligence réceptrice saurait organiser ces données en une grille, révélant un diagramme composé de pixels montrant notre identité.
Le message incluait la structure de l'ADN, une figure humaine schématique et la carte de notre système solaire avec la Terre mise en évidence. La transmission a duré à peine 3 minutes et a utilisé près d'1 million de watts de puissance. À ce moment-là, Arecibo est devenue la source radio la plus intense de tout notre voisinage galactique proche. Le signal a voyagé vers M13 à la vitesse de la lumière, portant la première tentative intentionnelle de communication entre l'humanité et d'autres intelligences. Ce fut, en essence, un acte cérémonial. M13 se trouve à 25 000 années-lumière. Lorsque ce signal atteindra sa destination, notre civilisation aura déjà fleuri et décliné plusieurs fois. Pourtant, il fut envoyé, car parfois, le geste d'appeler vaut plus que l'espoir d'obtenir une réponse. Dès 1959, Giuseppe Cocconi et Philip Morrison avaient expliqué la logique. Ils publièrent dans Nature que les ondes radio seraient le canal le plus universel pour la communication interstellaire. Ils soulignèrent la soi-disant fenêtre de l'eau, une plage calme du spectre entre 1,42 et 1,66 GHz, délimitée par les raies d'émission de l'hydrogène et du radical hydroxyde, les éléments de base de l'esto. Toute civilisation comprenant la chimie saurait qu'elle devait chercher là. La raie de l'hydrogène à 1420 MHz acquit ainsi une importance particulière. Cette fréquence correspond à la différence d'énergie lorsque l'électron d'un atome d'hydrogène passe d'un alignement parallèle à un alignement antiparallèle avec le champ magnétique du proton. C'est la transition la plus élémentaire de l'élément le plus abondant de l'univers. Si l'on voulait établir un code universel, cette signature serait la candidate évidente. Nos propres recherches se sont basées sur cette logique pendant des décennies. Les programmes SETI utilisent des récepteurs explorant la raie de l'hydrogène, enregistrant et écoutant des millions d'étoiles à différentes fréquences. La stratégie est solide si vous souhaitez être entendu à travers des distances interstellaires. Vous devez transmettre dans la bande où la galaxie reste naturellement silencieuse. Mais ce que nous avons appris de nos émissions est révélateur. Elles sont beaucoup plus difficiles à détecter que ce que nous imaginions. La plupart de nos signaux de télévision et de radio, une fois qu'ils traversent l'atmosphère terrestre, deviennent indiscernables du bruit de fond cosmique à quelques années-lumière seulement. La loi de l'inverse du carré est implacable. Si vous doublez la distance, l'intensité du signal se réduit à 1/4. Seules les transmissions les plus puissantes survivent suffisamment pour atteindre des étoiles proches. Les radars planétaires, comme l'émetteur de bande S d'Arecibo ou le système de bande X de Goldstone, sont assez puissants pour être détectés depuis des distances interstellaires. Bien qu'ils aient été conçus pour cartographier astéroïdes et planètes, ils fonctionnent accidentellement comme de véritables phares. Leurs faisceaux balayent l'espace, et chaque rotation terrestre crée une empreinte caractéristique qui serait inconfondable pour toute civilisation surveillant notre région du cosmos. Le réseau de l'espace profond représente l'effort le plus avancé de l'humanité en matière d'infrastructures de communication cosmique. 3 complexes d'antennes géantes situés dans le désert de Mojave en Californie, près de Madrid en Espagne et à la périphérie de Canberra en Australie, maintiennent un contact permanent avec nos sondes robotiques disséminées dans tout le système solaire. Certaines de ces antennes atteignent 70 mètres de diamètre, des signaux provenant des confins même de l'espace connu jusqu'à un radiotélescope extraterrestre. Notre spectre apparaît très particulier vu de l'extérieur des porteuses étroites qui apparaissent et disparaissent au rythme de la rotation de la Terre
des émissions organisées de radio FM et de télévision, occupant avec précision leurs canaux assignés, et des impulsions radar intenses, balayant le ciel à intervalles réguliers. Tout cela se concentre autour d'une petite planète bleue, anormale par son activité dans les bandes radio. L'Union internationale des télécommunications protège certaines fréquences pour la radioastronomie, reconnaissant qu'elles doivent rester dégagées pour écouter l'univers. Il existe également des zones de silence autour des principaux observatoires, où les transmissions humaines susceptibles de perturber des récepteurs aussi sensibles sont restreintes. L'une d'elles est la zone nationale de silence radio. En Virginie occidentale, une zone de 13 000 miles carrés est libre d'interférences. Un refuge de silence électromagnétique protégeant l'observatoire de Green Bank. À l'échelle internationale, le Bureau des Nations Unies pour les affaires de l'espace extra-atmosphérique coordonne les politiques liées à l'utilisation de l'espace. Cependant, il n'a jamais eu à gérer l'arrivée de messages étrangers. Son cadre réglementaire suppose uniquement des acteurs humains soumis aux lois terrestres. Personne n'a sérieusement débattu de la manière d'appliquer le droit international face à des visiteurs d'autres systèmes stellaires. C'est l'une des tensions centrales au sein de la communauté SETI. La branche classique s'est concentrée sur l'écoute passive. Breakthrough Listen traite des pétaoctets de données captées par les radiotélescopes autour du globe, à la recherche de motifs ne correspondant pas au bruit naturel. De son côté, l'Institut SETI opère la LEM Telescope Array dans le nord de la Californie, où 42 antennes travaillent de manière conjointe pour explorer les étoiles à la recherche d'indices artificiels. Mais il existe une autre approche, le SETI actif, également appelé MET, dédié à l'envoi de messages vers des intelligences extraterrestres. Ses partisans affirment que si tout le monde se limite à écouter, personne ne sera jamais entendu. La galaxie entière pourrait être remplie de civilisations, toutes attendant qu'un audacieux fasse le premier pas. Ces propositions suscitent cependant un débat complexe. La réglementation sur les exportations considère les émetteurs de forte puissance comme des technologies sensibles, comparables à des armes. Un système radio capable de communication interstellaire pourrait, en théorie, être utilisé à des fins militaires. Et derrière l'aspect technique se cache une question philosophique plus profonde qui nous a donné le droit de parler au nom de la Terre. Une décision d'une telle ampleur devrait-elle rester entre les mains de petits groupes de scientifiques et d'ingénieurs? L'histoire des fausses alertes a aussi favorisé la prudence. En 1967, Jocelyn Bell Burnell détecta un signal extrêmement régulier venant de l'espace, une impulsion toutes les 1,337 secondes, aussi précise qu'une horloge atomique. L'équipe de Cambridge envisagea même qu'il s'agissait d'une intelligence extraterrestre. Ils baptisèrent la source LGM1, Little Green Man 1 finalement. Il s'agissait du premier pulsar jamais identifié, une étoile à neutrons tournant à grande vitesse, dont le faisceau radio effleure la Terre comme un phare cosmique. La précision n'était pas le fruit d'une conception artificielle, mais de la physique poussée à ses extrêmes. Ces étoiles compactent plus de masse que le Soleil dans un diamètre de seulement 20 km et possèdent des champs magnétiques des milliards de fois plus intenses que ceux de la Terre. Leur rotation vertigineuse produit des éclats d'une régularité stupéfiante. Un autre épisode célèbre fut le signal WOW enregistré en 1977 par le radiotélescope Big Ear. Pendant 72 secondes, il capta une émission extrêmement puissante à bande étroite, proche de la fréquence de l'hydrogène. L'intensité fut telle que l'astronome Jerry Heyman écrivit spontanément « Wow » en marge de l'impression.
Le signal correspondait à ce que les chercheurs du SETI avaient théorisé depuis des années pour un message artificiel haute puissance, bande passante réduite et alignement avec la fréquence naturelle de l'hydrogène. Mais malgré de multiples observations ultérieures, il ne fut jamais réobservé. Les explications abondent un contact fugitif avec une civilisation inconnue, un écho de nos propres transmissions reflétées par des débris spatiaux ou un phénomène naturel encore incompris. Quoi qu'il en soit, il reste l'un des plus grands mystères du SETI et, en même temps, un avertissement sur la difficulté de distinguer signaux authentiques et bruits cosmiques. De ces expériences est née une leçon claire: les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Tout signal candidat doit être répétable, enregistré par plusieurs observatoires et confirmé comme d'origine non terrestre. Pour cela, le domaine a développé des protocoles stricts de vérification et de communication conçus pour éviter à la fois les fausses alertes, provoquant une panique globale, et l'érosion de la crédibilité scientifique. Dans ce cadre, naquit l'échelle de Rio, analogue à l'échelle de Richter, pour les tremblements de terre, classant l'importance des détections potentielles du SETI de 0 à 10. Il faut considérer à la fois l'apparence artificielle du signal et son impact potentiel sur la civilisation humaine. La plupart des candidats obtiennent des scores entre 1 et 3 intrigants, mais insuffisants pour des affirmations concluantes. Un signal vérifié, provenant d'une civilisation extraterrestre avancée, obtiendrait un 8 ou un 9, le plaçant parmi les découvertes les plus marquantes de l'histoire humaine. Notre perception a également été modelée par la culture populaire. De la guerre des mondes d'Orson Welles en 1938 à des films contemporains comme Contact ou Premier Contact, nous avons mentalement imaginé le premier contact avec des intelligences étrangères pendant des générations. Ces récits conditionnent nos attentes, générant des espoirs et des peurs souvent déconnectées de la réalité. La science-fiction montre souvent des contacts spectaculaires des vaisseaux géants traversant le ciel ou des signaux transformant immédiatement la société. Mais le véritable SETI se concentre sur des phénomènes beaucoup plus subtils, des signaux faibles provenant de civilisations lointaines, des vestiges archéologiques d'anciens visiteurs ou des artefacts technologiques errant dans l'espace interstellaire. Voici ce que signifie crier dans l'obscurité avec le temps. On commence à se demander si quelqu'un écoute. Cela fait plus d'un siècle que nous émettons. Notre bulle radio continue de s'étendre, portant les sons de l'humanité vers les systèmes stellaires voisins. Chaque année, notre signature électromagnétique atteint de nouveaux mondes, annonçant notre existence à d'éventuels observateurs. Si quelqu'un là-bas prêtait attention, s'il a capté nos premières émissions télévisées ou nos impulsions radar, nos messages intentionnels ont eu des décennies pour provoquer une réponse. La physique est claire. Les signaux voyagent à la vitesse de la lumière. Donc toute réponse depuis des étoiles proches n'arriverait que des décennies après nos premières émissions. L'inquiétude des scientifiques du SETI ne réside pas dans l'existence d'une vie intelligente dans le cosmos. Les calculs statistiques indiquent que la galaxie devrait être peuplée de civilisations. La véritable question, plus simple et à la fois plus troublante, est répondait enfin, deuxième partie. La première nuit de réponse est la naissance de 3 atlas. 1er juillet 2025. Le télescope Atlas, à Rio Hurtado, au Chili, faisait ce qu'il fait de mieux: scruter le ciel austral à la recherche d'objets se déplaçant trop rapidement ou émettant une luminosité excessive. Le système Last Alert, chargé des impacts d'astéroïdes sur Terre, opère 4 observatoires automatiques avec des caméras nocturnes
générant un catalogue exhaustif de chaque roche potentiellement dangereuse. Atlas représente l'avant-garde de la surveillance automatisée du firmament. Chaque observatoire capture des images toutes les 30 secondes, couvrant de larges portions du ciel, et des algorithmes sophistiqués comparent les expositions consécutives, identifiant les objets qui se déplacent par rapport au fond stellaire ou présentent des variations de luminosité inhabituelles. Le système a été conçu pour détecter les astéroïdes potentiellement dangereux des semaines ou des mois avant leur impact, donnant à l'humanité le temps de réagir face aux menaces cosmiques. À 3h42 UTC, le système Atlas IV détecta quelque chose d'étrange dans la constellation du microscope, un point lumineux se déplaçant à près de 3 secondes d'arc par heure, plus rapide que n'importe quel astéroïde prévu à cette distance. L'objet avait déjà traversé l'orbite de Jupiter et avançait vers la zone intérieure du système solaire. Les algorithmes calculèrent immédiatement des paramètres orbitaux préliminaires. La position et la vitesse indiquaient une trajectoire inédite, une excentricité supérieure à 1, signature mathématique d'un objet en orbite ouverte. Il ne s'agissait pas d'un fragment du ceinturon d'astéroïdes, il venait de l'espace interstellaire. En seulement 6 heures, la confirmation arriva de Pan-STARRS à Hawaï et de l'installation transitoire Zwicky en Californie. L'objet existait vraiment. Il se déplaçait à une vitesse impossible pour un corps naturel du système solaire. 3 systèmes d'observation indépendants détectèrent simultanément le même motif anormal, écartant les erreurs instrumentales ou les interférences de rayons cosmiques. Le Centre des planètes mineures à Cambridge, Massachusetts, chargé de centraliser l'information sur les astéroïdes et comètes, traita les données et calcula les éléments orbitaux de l'objet, aboutissant à une conclusion inquiétante, une excentricité de 1,47, indiquant un excès de vitesse hyperbolique proche de 15 km par seconde. Ce n'était pas un visiteur ordinaire. C'était un voyageur interstellaire sur une trajectoire hyperbolique qui traverserait le système solaire et continuerait sa route à travers la galaxie. La découverte déclencha un suivi immédiat depuis les principaux observatoires mondiaux. L'Observatoire européen austral, avec son grand télescope au Chili, commença à traquer l'objet avec 48 miroirs travaillant en synchronisation. L'Observatoire Keck à Hawaï se joignit à l'opération en utilisant l'optique adaptative pour minimiser la diffraction. Même le télescope spatial Hubble reçut une programmation d'urgence pour observer ce visiteur exceptionnel. La désignation arriva rapidement. Atlas III, le 3e objet interstellaire confirmé, après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Le suffixe Atlas rendait hommage à l'Observatoire découvreur, suivant la tradition de nommer le premier détecteur significatif d'un objet astronomique. Mais ce 3e visiteur se distinguait de ses prédécesseurs plus grands, plus lumineux et se déplaçant d'une manière défiant la physique conventionnelle. Oumuamua était allongé et chaotique, avec des dimensions comparables à une petite ville. Sa courbe de lumière révélait une géométrie extrême, au moins 5 fois plus longue que large, et peut-être beaucoup plus. Il réfléchissait la lumière solaire de manière étrange, montrant des propriétés ne correspondant à aucun astéroïde ou comète connu. Le plus déroutant était qu'il présentait des accélérations non gravitationnelles, de petites poussées inexplicables par la gravité solaire. L'équipe de Marco Micheli, de l'Agence spatiale européenne, analysa minutieusement la trajectoire de Oumuamua à l'aide des données du Hubble et d'observatoires terrestres. Son étude, de 2018 publiée dans Nature, documenta des déviations systématiques
par rapport au mouvement purement gravitationnel. Les accélérations étaient faibles, environ 5 fois 10 à la puissance moins 1 mètre par seconde au carré, environ 10 000 fois plus faibles que la gravité terrestre, mais statistiquement significative. Certains scientifiques proposèrent au moins que l'accélération pouvait être due à une désorption de gaz. Comme pour une comète, sans queue visible, la sublimation de la glace provoquant de petits effets propulseurs en s'approchant du Soleil. D'autres avancèrent des hypothèses plus exotiques, un fragment de voile légère propulsé par la pression de radiation stellaire ou des restes d'un comète de composition inhabituelle. Borisov, en revanche, se comporta comme on pouvait s'y attendre d'une comète interstellaire avec une coma diffuse et une queue visible depuis les télescopes terrestres, suivant précisément les lois physiques connues. Cela rassura les astronomes, suggérant que la plupart des objets interstellaires seraient naturels, bien que rares. Sa composition correspondait à celle des comètes du système solaire eau, glace, monoxyde de carbone et composés organiques se sublimant à l'approche du Soleil. Atlas III se situait entre ces extrêmes, le rendant scientifiquement fascinant et potentiellement déroutant. La photométrie initiale révéla une courbe de lumière inédite dans les archives. La plupart des astéroïdes présentent des variations chaotiques de luminosité, résultat de rotations complexes provoquées par des impacts passés. Mais Atlas III montra une modulation presque périodique, des variations régulières, suggérant une rotation contrôlée, comme si son mouvement obéissait à un schéma défini. De manière méthodique, la courbe de lumière montra des variations principales avec un cycle d'environ 7,3 heures. Cependant, à l'intérieur de ce motif, des oscillations secondaires furent enregistrées, suggérant une géométrie complexe ou des irrégularités de surface. Curieusement, ces périodes restèrent étonnamment stables sur plusieurs semaines d'observation. Les astéroïdes naturels connaissent généralement des changements de rotation à mesure qu'ils interagissent avec diverses forces. Mais Atlas III maintint une synchronisation quasi parfaite, comme si un mécanisme contrôlait son orientation. Les observations spectroscopiques de l'Observatoire européen austral révélèrent encore plus d'énigmes. L'objet montra des signes très faibles de dégazage, malgré sa proximité avec le Soleil. La plupart des comètes développent des caractéristiques spectrales évidentes, des lignes d'émission d'eau sublimée, de monoxyde de carbone et d'autres volatiles. Cependant, le spectre d'Atlas III était inhabituellement propre, dominé par la lumière solaire réfléchie avec à peine des traces de gaz. Son spectre de réflectance ne correspondait à aucun astéroïde ou comète connu. Les couleurs étaient étranges, trop rouges pour des silicates communs, et avec une teneur organique apparemment élevée. Les bandes d'absorption suggéraient des matériaux de surface rares, voire traités artificiellement. Certains experts envisagèrent des composés de carbone exotiques ou de fines couches métalliques capables de produire des propriétés optiques aussi singulières. Les radioastronomes de Goldstone tentèrent d'illuminer l'objet avec leur système radar planétaire. L'antenne 10 mètres du réseau de l'espace profond émit de puissantes impulsions à 8,56 GHz, la même fréquence utilisée pour cartographier Vénus et suivre les astéroïdes proches. Le signal de retour fut faible mais intrigant. Au lieu de l'écho rugueux et dispersé habituel d'une surface irrégulière, Atlas III produisit des réflexions spéculaires, des retours plats semblables à un miroir, indiquant des surfaces lisses orientées avec précision. Sa section transversale radar était plus petite que prévu pour un objet de cette luminosité optique, suggérant une composition
ou une géométrie inhabituelle dispersant les ondes de manière inattendue. Lorsque le télescope spatial James Webb pointa sa caméra infrarouge vers Atlas III, les données devinrent encore plus déconcertantes. La sensibilité sans précédent du James Webb Space Telescope révéla des propriétés thermiques difficiles à expliquer. La signature indiquait un albédo faible, absorbant une grande partie de la lumière solaire, comme attendu pour une surface sombre, possiblement riche en matière organique. Mais, incrustés dans cet éclat, apparaissaient des pics spéculaires d'intensité élevée, des faisceaux étroits de radiation infrarouge, réfléchis surgissant et disparaissant avec la rotation de l'objet. Le motif correspondait à des structures de fils minces ou des revêtements conçus pour réfléchir sélectivement certaines longueurs d'onde tout en absorbant d'autres. Les matériaux naturels montrent rarement des comportements optiques aussi spécifiques. Les observatoires terrestres au Chili coordonnèrent leurs mesures, profitant de la vision privilégiée de l'hémisphère sud. Atlas III resterait visible jusqu'en décembre 2025, offrant aux astronomes une fenêtre précieuse pour étudier l'évolution de ce troisième visiteur interstellaire. Le grand réseau millimétrique d'Atacama se joignit à la campagne, recherchant des émissions moléculaires pouvant révéler la composition et la structure interne de l'objet. La découverte suscita un intense intérêt scientifique, accompagné de communications publiques soigneusement contrôlées. Les agences spatiales avaient tiré des leçons de l'expérience avec Oumuamua, lorsque des théories spéculatives sur une technologie extraterrestre dominèrent les médias avant qu'une analyse scientifique rigoureuse ne soit terminée. Les communiqués soulignèrent l'origine interstellaire et les propriétés inhabituelles de l'objet, évitant prudemment les spéculations prématurées sur d'éventuelles origines artificielles. Cependant, ce furent les observations radio qui transformèrent de la curiosité en quelque chose de proche de l'alarme. Le 15 juillet, à peine 2 semaines après la découverte, les radiotélescopes situés à plusieurs endroits détectèrent un faible signal à bande étroite qui semblait se déplacer avec Atlas III. La fréquence enregistrée tournait autour de 1420,4 MHz, légèrement décalée de la ligne de l'hydrogène, la radiofréquence la plus pertinente du cosmos et cible classique des recherches SETI. La détection se fit simultanément depuis le grand réseau du Nouveau-Mexique, le télescope de Green Bank en Virginie occidentale et FAST en Chine. Des observations indépendantes depuis différents continents écartèrent toute interférence locale ou défaillance instrumentale. Le signal était authentique. Il avait une origine extraterrestre et provenait apparemment du troisième visiteur interstellaire détecté par l'humanité. L'interférence radiofréquence est le cauchemar de la radioastronomie, transmission satellites, antennes cellulaires et même fours à micro-ondes peuvent contaminer les données avec de faux signaux imitant des phénomènes astronomiques. Mais ce signal surpassa tous les tests d'origine extraterrestre. Il ne devenait perceptible que lorsque les antennes pointaient vers Atlas III. Il montrait un décalage Doppler parfaitement synchronisé avec le mouvement de l'objet, maintenant intensité et fréquence constante lors de multiples sessions d'observation. Il n'y avait aucune modulation apparente, seulement un ton pur à bande étroite qui se déplaçait en fréquence, tandis qu'Atlas III avançait à travers l'espace. Le décalage Doppler confirma que la source voyageait avec l'objet, elle n'était pas fixe dans le ciel de fond. La stabilité de la fréquence était extraordinaire, suggérant un oscillateur hautement avancé, verrouillé selon des standards atomiques de précision. La communauté scientifique réagit avec prudence, scepticisme modéré, suivant la maxime selon laquelle les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Bien que des phénomènes naturels
génèrent parfois des émissions radio à bande étroite, telles que les pulsars, labyrinthes magnétiques ou interactions de plasma dans les magnétosphères planétaires. La proximité de la ligne de l'hydrogène était suspecte. Pourquoi émettre si près de cette fréquence, sauf pour être détecté par des astronomes sachant où regarder? À mesure que les confirmations arrivaient depuis les observatoires du monde entier, une possibilité inquiétante commença à émerger. Atlas III émettait de manière intentionnelle. Bien sûr, la presse ne fit preuve d'aucune retenue. Malgré la classification gouvernementale soigneuse, la nouvelle de la détection se répandit en quelques heures. Les réseaux sociaux furent inondés de spéculations, le signal devint viral sur Twitter et des vidéos YouTube intitulées « Preuve les extraterrestres répondent à notre appel » atteignirent des millions de vues. L'objet, officiellement baptisé Atlas III, reçut rapidement des dizaines de noms non officiels, le messager, la réponse, le premier visiteur. Des radioamateurs du monde entier commencèrent à syntoniser la ligne de l'hydrogène dans l'espoir de la capter eux-mêmes. Des systèmes radio, définis par logiciel, accessibles et peu coûteux, permirent à des milliers d'auditeurs de participer à l'observation. La nature démocratique de la radioastronomie rendait impossible que la découverte soit dissimulée ou contrôlée par des institutions officielles. Les scientifiques tentèrent de garder la perspective. Le signal pouvait être naturel, produit par un phénomène de plasma inconnu ou par des interactions exotiques entre l'objet et le vent solaire. Les émissions radio des comètes n'étaient pas inédites, bien qu'elles se produisent généralement à des fréquences différentes et avec des caractéristiques distinctes. La coïncidence avec la ligne de l'hydrogène pouvait être fortuite et non intentionnelle. Les agences spatiales publièrent des déclarations prudentes, soulignant la nature préliminaire des observations. Les communiqués de la NASA se concentraient sur l'effet trajectoire, estimation de taille, évolution orbitale et détection radio, évitant toute spéculation sur des origines artificielles possibles. Cependant, lors de réunions internes, les coordinateurs de la défense planétaire posaient des questions délicates sur des objets pouvant manœuvrer et communiquer. Le Bureau de coordination de la défense planétaire, créé après l'impact de la météorite de Tcheliabinsk en 2013, s'était concentré sur les menaces naturelles, mais Atlas III représentait une nouvelle catégorie de préoccupation: comment évaluer la dangerosité d'un objet susceptible d'être sous contrôle intelligent. Tandis que les cercles officiels maintenaient le nom Atlas III, l'imagination publique préférait des étiquettes plus évocatrices. Le signal semblait capter quelque chose d'essentiel sur la psychologie collective de l'humanité. Nous crions dans l'obscurité depuis plus d'un siècle. Signaux radio, émissions télévisées, messages intentionnels comme la transmission d'Arecibo, et maintenant, peut-être, quelqu'un rendait enfin l'appel. L'après profonde pour la première fois dans l'histoire humaine, on explorait la possibilité qu'un visiteur interstellaire ne soit pas uniquement un accident cosmique, mais une réponse, une réplique à nos propres émissions dans l'espace. Chaque observation, chaque mesure, chaque analyse serait réalisée selon des standards scientifiques stricts, mais toujours guidés par une question centrale: et si Atlas III nous avait entendus et décidé de renvoyer le signal? Les implications, si elles se confirmaient, transformeraient toutes nos hypothèses sur notre place dans le cosmos. Nous n'étions pas seuls. Quelqu'un nous écoutait et avait voyagé à travers la galaxie pour nous indiquer que notre voix avait été perçue parmi les étoiles. Mais d'abord, il fallait discerner si nous faisions face à un phénomène naturel extraordinaire ou à quelque chose de complètement différent, un objet
ayant traversé le vide interstellaire délibérément pour nous rencontrer, portant un message à peine compréhensible. Troisième partie, une vague de visiteurs. Pas un seul événement. Atlas III n'était pas isolé. 3 semaines après la découverte initiale, les études automatisées du ciel commencèrent à identifier d'autres objets à mouvement rapide avec des trajectoires hyperboliques. Le schéma de détection suggérait quelque chose sans précédent. Dans l'histoire de l'astronomie, plusieurs visiteurs interstellaires arrivaient à quelques semaines d'intervalle, apparaissant d'une manière défiant toute attente d'événements aléatoires dans le cosmos. Le premier apparut dans les données du Catalina Sky Survey le 22 juillet 2025. Le programme de recherche des astéroïdes proches de la Terre en détecta un autre 2 jours plus tard, le 24 juillet. En août, des astronomes amateurs, avec des télescopes domestiques, contribuèrent à un catalogue en constante expansion de ces visiteurs interstellaires. Leurs découvertes furent confirmées par des observatoires professionnels, utilisant des télescopes coûtant des centaines de millions de dollars. Il ne s'agissait pas de simples fragments cosmiques dispersés par quelques cataclysmes stellaires. Ces objets partageaient des caractéristiques de plus en plus inquiétantes à chaque nouvelle détection. Premièrement, leur vecteur d'approche. L'analyse statistique des trajectoires d'objets interstellaires devrait montrer qu'ils arrivent depuis des directions aléatoires lorsqu'ils traversent le champ gravitationnel de la galaxie. Cependant, ce groupe présentait une coordination légère, rompant les attentes de plusieurs ordres de grandeur. Leur trajectoire convergeait dans un cône céleste d'environ 15 degrés, centré sur la constellation de la Lyre, comme s'ils avaient été lancés depuis la même région générale de l'espace. Le docteur Alan Fitzsimmons, de l'Université Queen's à Belfast, dirigea l'analyse statistique. Son équipe calcula que la probabilité qu'une telle coordination se produise par hasard était d'environ 1 sur 50 millions, bien en dessous du seuil requis pour être considérée significative dans tout autre domaine astronomique. Quelque chose avait dirigé ces objets vers notre système solaire avec précision, témoignant d'une intelligence et d'une technologie avancée. Plus inquiétante encore, leur périhélie, les points d'approche les plus proches du Soleil, se concentraient dans une plage étroite entre 0,8 et 1,2 unités astronomiques, traversant précisément la zone orbitale de la Terre, là où notre planète orbite autour du Soleil. La précision de la cible était extraordinaire, suggérant une connaissance détaillée de la structure de notre système solaire et possiblement de la localisation exacte de la Terre. La probabilité que des objets interstellaires naturels convergent accidentellement dans cette bande orbitale était minime. Ces visiteurs semblaient se diriger délibérément vers nous. Leurs trajectoires étaient calculées pour maximiser la possibilité d'être observés depuis des télescopes terrestres, tout en maintenant une distance de sécurité par rapport à notre planète. L'analyse de leurs courbes de lumière révéla des motifs supplémentaires défiant toute explication naturelle. Alors qu'Atlas III ressemblait à un panneau mince et rotatif, avec une orientation contrôlée, les objets suivants révélèrent des géométries encore plus inhabituelles. 4 variations de luminosité sur III suggéraient une forme allongée, avec un rapport d'aspect proche de 20:1, plus longue et étroite que tout autre objet naturel connu dans le système solaire. Les données photométriques indiquaient que 4i oscillaient d'un bout à l'autre avec une période d'environ 3h30. Mais ces rotations n'étaient pas chaotiques. Comme celles d'un fragment de collision naturelle, elles montraient un mouvement contrôlé, comme si des mécanismes internes ajustaient l'orientation des objets pour optimiser la collecte d'énergie solaire ou la géométrie de communication. Le 5e objet semblait être un fragment roulant. Sa courbe de lumière montrait des variations complexes, suggérant
une structure partiellement fragmentée. L'analyse spectroscopique révéla des surfaces aux propriétés inhabituelles, possiblement poreuses ou creuses, créant des effets optiques différents de toute composition connue d'astéroïdes ou de comètes. Un objet plus petit, dénommé 6I, présentait des courbes de lumière que les astronomes décriviront comme un copieur, une structure mince et flexible, ondulant en rotation, avec des variations de luminosité indiquant une feuille, capable de se déformer sous contrainte thermique ou d'ajuster activement sa forme. Ces configurations défiaient la physique conventionnelle des astéroïdes et des comètes. Les fragments de collision suivent des schémas prévisibles selon la résistance des matériaux et la dynamique de l'impact. Les corps rocheux ont tendance à se briser en fragments presque sphériques, tandis que les comètes se fragmentent le long de faiblesses structurelles. Mais les structures fines observées, voiles, panneaux ou plaques, se comportaient exactement comme le suggéraient les données photométriques. Les implications étaient troublantes. Les processus naturels produisent rarement des objets aux proportions extrêmes et aux états de rotation contrôlés. Cependant, les constructions artificielles conçues pour les voyages interstellaires pourraient précisément présenter ces caractéristiques, surtout si elles étaient optimisées pour maximiser la surface et minimiser la masse. Des radiotélescopes du monde entier coordonnèrent leurs observations, suivant chaque objet à l'approche du périhélie. Les résultats peignaient un panorama défiant toutes les hypothèses précédentes sur les visiteurs interstellaires. Chaque objet émettait des ondes radio à bande étroite près de la ligne de l'hydrogène. Mais les signaux n'étaient pas identiques, ils présentaient des modulations différentes, des décalages de fréquences uniques et des variations temporelles particulières. Les signatures indiquaient un système de communication distribué plutôt que de simples émissions coïncidentes. Atlas III maintenait son ton stable à 1424 MHz. 4I émettait à 1420,6 MHz avec une modulation subtile d'amplitude. 5I envoyait de brèves rafales sur plusieurs fréquences à l'intérieur du spectre de l'eau, tandis que 6I produisait des signaux complexes avec des informations codées dans les variations de fréquence et de temps. La diversité de ces transmissions écartait les explications simples, fondées sur des phénomènes naturels. Les interactions plasmiques pourraient montrer des schémas similaires, mais ne reproduiraient pas cette coordination. Les objets se comportaient comme une flotte organisée, chacun contribuant à un effort de communication collectif. La doctora Elena Vázquez, desde el Observatorio de Arecibo, propuso la hipótesis de puesta en escena. Los objetos no llegaban por casualidad, ni n'étaient des fragments d'un événement catastrophique, répondait enfin. Deuxième partie. La première nuit de réponse est la naissance de 3 atlas. 1er juillet 2025. Le télescope Atlas, à Rio Hurtado, au Chili, faisait ce qu'il fait de mieux, scruter le ciel austral, à la recherche d'objets se déplaçant trop rapidement ou émettant une luminosité excessive. Le système Last Alert, chargé des impacts d'astéroïdes sur Terre, opère 4 observatoires automatiques avec des caméras nocturnes, générant un catalogue exhaustif de chaque roche potentiellement dangereuse. Atlas représente l'avant-garde de la surveillance automatisée du firmament. Chaque observatoire capture des images toutes les 30 secondes, couvrant de larges portions du ciel, et des algorithmes sophistiqués comparent les expositions consécutives, identifiant les objets qui se déplacent par rapport au fond stellaire ou présentent des variations de luminosité inhabituelles. Le système a été conçu pour détecter les astéroïdes potentiellement dangereux des semaines ou des mois avant leur impact,
donnant à l'humanité le temps de réagir face aux menaces cosmiques. À 3h42 UTC, le système Atlas IV détecta quelque chose d'étrange dans la constellation du microscope, un point lumineux se déplaçant à près de 3 secondes d'arc par heure, plus rapide que n'importe quel astéroïde prévu à cette distance. L'objet avait déjà traversé l'orbite de Jupiter et avançait vers la zone intérieure du système solaire. Les algorithmes calculèrent immédiatement des paramètres orbitaux préliminaires. La position et la vitesse indiquaient une trajectoire inédite, une excentricité supérieure à 1, signature mathématique d'un objet en orbite ouverte. Il ne s'agissait pas d'un fragment du ceinturon d'astéroïdes, il venait de l'espace interstellaire. En seulement 6 heures, la confirmation arriva de Pan-STARRS à Hawaï et de l'installation transitoire Zwicky en Californie. L'objet existait vraiment. Il se déplaçait à une vitesse impossible pour un corps naturel du système solaire. 3 systèmes d'observation indépendants détectèrent simultanément le même motif anormal, écartant les erreurs instrumentales ou les interférences de rayons cosmiques. Le Centre des planètes mineures à Cambridge, Massachusetts, chargé de centraliser l'information sur les astéroïdes et comètes, traita les données et calcula les éléments orbitaux de l'objet, aboutissant à une conclusion inquiétante, une excentricité de 1,47, indiquant un excès de vitesse hyperbolique proche de 15 km par seconde. Ce n'était pas un visiteur ordinaire. C'était un voyageur interstellaire sur une trajectoire hyperbolique qui traverserait le système solaire et continuerait sa route à travers la galaxie. La découverte déclencha un suivi immédiat depuis les principaux observatoires mondiaux. L'Observatoire européen austral, avec son grand télescope au Chili, commença à traquer l'objet avec 48 miroirs travaillant en synchronisation. L'Observatoire Keck à Hawaï se joignit à l'opération en utilisant l'optique adaptative pour minimiser la diffraction. Même le télescope spatial Hubble reçut une programmation d'urgence pour observer ce visiteur exceptionnel. La désignation arriva rapidement. Atlas III, le 3e objet interstellaire confirmé, après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Le suffixe Atlas rendait hommage à l'observatoire découvreur, suivant la tradition de nommer le premier détecteur significatif d'un objet astronomique. Mais ce 3e visiteur se distinguait de ses prédécesseurs plus grands, plus lumineux, et se déplaçant d'une manière défiant la physique conventionnelle. Oumuamua était allongé et chaotique, avec des dimensions comparables à une petite ville. Sa courbe de lumière révélait une géométrie extrême, au moins 5 fois plus longue que large, et peut-être beaucoup plus. Il réfléchissait la lumière solaire de manière étrange, montrant des propriétés ne correspondant à aucun astéroïde ou comète connu. Le plus déroutant était qu'il présentait des accélérations non gravitationnelles, de petites poussées inexplicables par la gravité solaire. L'équipe de Marco Micheli, de l'Agence spatiale européenne, analysa minutieusement la trajectoire de Oumuamua à l'aide des données du Hubble et d'observatoires terrestres. Son étude, de 2018 publiée dans Nature, documenta des déviations systématiques par rapport au mouvement purement gravitationnel. Les accélérations étaient faibles, environ 5 fois 10, à la puissance moins 1 mètre par seconde au carré, environ 10 000 fois plus faibles que la gravité terrestre, mais statistiquement significative. Certains scientifiques proposèrent que l'accélération pouvait être due à une désorption de gaz, comme pour une comète sans queue visible, la sublimation de la glace provoquant de petits effets propulseurs en s'approchant du Soleil. D'autres avancèrent des hypothèses plus exotiques, un fragment de voile légère
propulsés par la pression de radiation stellaire ou des restes d'un comète de composition inhabituelle. Borisov, en revanche, se comporta comme on pouvait s'y attendre d'une comète interstellaire avec une coma diffuse et une queue visible depuis les télescopes terrestres, suivant précisément les lois physiques connues. Cela rassura les astronomes, suggérant que la plupart des objets interstellaires seraient naturels, bien que rares. Sa composition correspondait à celle des comètes du système solaire eau, glace, monoxyde de carbone et composés organiques se sublimant à l'approche du Soleil. Atlas III se situait entre ces extrêmes, le rendant scientifiquement fascinant et potentiellement déroutant. La photométrie initiale révéla une courbe de lumière inédite dans les archives. La plupart des astéroïdes présentent des variations chaotiques de luminosité, résultat de rotations complexes provoquées par des impacts passés. Mais Atlas III montra une modulation presque périodique, des variations régulières, suggérant une rotation contrôlée, comme si son mouvement obéissait à un schéma défini. De manière méthodique, la courbe de lumière montra des variations principales avec un cycle d'environ 7,3 heures. Cependant, à l'intérieur de ce motif, des oscillations secondaires furent enregistrées, suggérant une géométrie complexe ou des irrégularités de surface. Curieusement, ces périodes restèrent étonnamment stables sur plusieurs semaines d'observation. Les astéroïdes naturels connaissent généralement des changements de rotation à mesure qu'ils interagissent avec diverses forces. Mais Atlas III maintint une synchronisation quasi parfaite, comme si un mécanisme contrôlait son orientation. Les observations spectroscopiques de l'Observatoire européen austral révélèrent encore plus d'énigmes. L'objet montra des signes très faibles de dégazage, malgré sa proximité avec le Soleil. La plupart des comètes développent des caractéristiques spectrales évidentes, des lignes d'émission d'eau sublimée, de monoxyde de carbone et d'autres volatiles. Cependant, le spectre d'Atlas III était inhabituellement propre, dominé par la lumière solaire réfléchie avec à peine des traces de gaz. Son spectre de réflectance ne correspondait à aucun astéroïde ou comète connu. Les couleurs étaient étranges, trop rouges pour des silicates communs, et avec une teneur organique apparemment élevée. Les bandes d'absorption suggéraient des matériaux de surface rares, voire traités artificiellement. Certains experts envisagèrent des composés de carbone exotiques ou de fines couches métalliques capables de produire des propriétés optiques aussi singulières. Les radioastronomes de Goldstone tentèrent d'illuminer l'objet avec leur système radar planétaire. L'antenne d'10 mètres du réseau de l'espace profond émit de puissantes impulsions à 8,56 GHz, la même fréquence utilisée pour cartographier Vénus et suivre les astéroïdes proches. Le signal de retour fut faible mais intrigant. Au lieu de l'écho rugueux et dispersé habituel d'une surface irrégulière, Atlas III produisit des réflexions spéculaires, des retours plats semblables à un miroir, indiquant des surfaces lisses orientées avec précision. Sa section transversale radar était plus petite que prévu pour un objet de cette luminosité optique, suggérant une composition ou une géométrie inhabituelle dispersant les ondes de manière inattendue. Lorsque le télescope spatial James Webb pointa sa caméra infrarouge vers Atlas III, les données devinrent encore plus déconcertantes. La sensibilité sans précédent du James Webb Space Telescope révéla des propriétés thermiques difficiles à expliquer. La signature indiquait un albédo faible, absorbant une grande partie de la lumière solaire, comme attendu pour une surface sombre, possiblement riche en matière organique. Mais, incrusté dans cet éclat,
apparaissaient des pics spéculaires d'intensité élevée, des faisceaux étroits de radiation infrarouge, réfléchis surgissant et disparaissant avec la rotation de l'objet. Le motif correspondait à des structures de fil mince ou des revêtements conçus pour réfléchir sélectivement certaines longueurs d'onde tout en absorbant d'autres. Les matériaux naturels montrent rarement des comportements optiques aussi spécifiques. Les observatoires terrestres au Chili coordonnèrent leurs mesures, profitant de la vision privilégiée de l'hémisphère sud. Atlas III resterait visible jusqu'en décembre 2025, offrant aux astronomes une fenêtre précieuse pour étudier l'évolution de ce troisième visiteur interstellaire. Le grand réseau millimétrique d'Atacama se joignit à la campagne, recherchant des émissions moléculaires pouvant révéler la composition et la structure interne de l'objet. La découverte suscita un intense intérêt scientifique, accompagné de communications publiques soigneusement contrôlées. Les agences spatiales avaient tiré des leçons de l'expérience avec Oumuamua, lorsque des théories spéculatives sur une technologie extraterrestre dominèrent les médias avant qu'une analyse scientifique rigoureuse ne soit terminée. Les communiqués soulignèrent l'origine interstellaire et les propriétés inhabituelles de l'objet, évitant prudemment les spéculations prématurées sur d'éventuelles origines artificielles. Cependant, ce furent les observations radio qui transformèrent la curiosité en quelque chose de proche de l'alarme. Le 15 juillet, à peine 2 semaines après la découverte, les radiotélescopes situés à plusieurs endroits détectèrent un faible signal à bande étroite qui semblait se déplacer avec Atlas III. La fréquence enregistrée tournait autour de 1420,4 MHz, légèrement décalée de la ligne de l'hydrogène, la radiofréquence la plus pertinente du cosmos et cible classique des recherches SETI. La détection se fit simultanément depuis le grand réseau du Nouveau-Mexique, le télescope de Green Bank en Virginie occidentale et FAST en Chine. Des observations indépendantes depuis différents continents écartèrent toute interférence locale ou défaillance instrumentale. Le signal était authentique. Il avait une origine extraterrestre et provenait apparemment du troisième visiteur interstellaire détecté par l'humanité. L'interférence radiofréquence est le cauchemar de la radioastronomie. Transmission satellites, antennes cellulaires et même fours à micro-ondes peuvent contaminer les données avec de faux signaux imitant des phénomènes